À cet instant précis, tout semblait encore appartenir à une normalité fragile, une de ces illusions du quotidien qui précèdent toujours les catastrophes. Devant la prison, l'atmosphère portait déjà une tension sourde, imperceptible pour la plupart, mais bien réelle, comme si quelque chose d'inévitable s'apprêtait à se produire sans que personne ne puisse encore le nommer. Claire avançait avec cette assurance calme qui la caractérisait, concentrée sur ce qu'elle avait à faire, sans imaginer que son corps allait, dans les secondes suivantes, lui échapper complètement. Le basculement fut brutal, presque irréel dans sa rapidité. Une détonation fendit l'air, brisant d'un coup la continuité du moment. La douleur la traversa aussitôt, violente, écrasante, lui coupant le souffle et annihilant toute capacité de réaction. Instinctivement, sa main se porta à son ventre, comme si ce geste pouvait retenir ce qui lui échappait déjà. La sensation du sang, chaude, incontrôlable, s'imposa immédiatement, accompagnée d'une faiblesse fulgurante qui gagna tout son corps. Ses jambes cédèrent sans résistance, et le monde autour d'elle se mit à vaciller, les silhouettes devenant floues, les voix lointaines, déformées par un voile d'inconscience qui descendait peu à peu. Lorsqu'elle s'effondra devant les gardiens, ce n'était déjà plus seulement une chute physique, mais le signe d'un effondrement plus profond, celui d'un corps qui luttait pour rester présent, pour ne pas sombrer. Les secondes s'étiraient dans une confusion totale, où le réel et l'irréel semblaient se mêler, tandis que la vie s'accrochait encore, fragile, à ce fil invisible. Dans le même temps, à quelques mètres de là, la fuite s'organisait avec une efficacité glaciale. Alice Lombard avançait sans se retourner, portée par une détermination qui ne laissait aucune place au doute ni au regret. À ses côtés, Romain surveillait chaque mouvement, chaque angle, anticipant les réactions possibles avec une précision presque mécanique. Leur priorité n'était plus de comprendre ce qui venait de se passer, mais de disparaître avant que tout ne se referme sur eux. L'arme qu'ils utilisaient, abandonnée dans la précipitation, portait déjà en elle une anomalie qui allait rapidement attirer l'attention. Il ne s'agissait pas d'une arme ordinaire, mais d'un objet conçu différemment, imprimé en 3D, et dont la simple existence dans ce contexte soulevait des questions bien plus vastes que la fusillade elle-même. À cet instant pourtant, elle n'était qu'un détail parmi d'autres, un élément laissé derrière eux dans l'urgence, sans mesurer qu'il deviendrait bientôt une pièce centrale de l'enquête. Très vite, les sirènes des secours vinrent déchirer le silence qui avait suivi le tir. L'agitation reprit, mais elle n'avait plus rien d'ordinaire. Chaque geste devenait plus rapide, plus tendu, comme si tous ceux présents comprenaient instinctivement la gravité de la situation. Claire fut prise en charge en urgence, son état jugé critique dès les premières secondes. La blessure au foie avait provoqué une hémorragie massive, et le temps devenait un facteur déterminant dans ses chances de survie. Transportée vers l'hôpital, elle glissait déjà vers une forme d'absence, tandis que les équipes médicales se préparaient à intervenir dans l'urgence la plus absolue. Chaque minute comptait, chaque décision pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Dans ce type de situation, il n'y avait pas de place pour l'hésitation, seulement pour l'efficacité et la précision. Pendant ce temps, loin de cette scène dramatique, l'inquiétude commençait à naître ailleurs, d'abord discrète, presque anodine, avant de se transformer en une angoisse plus tangible. À la Paillote, Kira et Florent attendaient Claire, sans raison apparente de s'alarmer dans un premier temps. Mais l'attente s'éternisait, et avec elle grandissait un malaise difficile à ignorer. Claire n'était pas du genre à disparaître sans prévenir, encore moins à laisser ses proches sans nouvelles. Ce silence inhabituel finit par devenir oppressant. Kira tenta de l'appeler à plusieurs reprises, espérant à chaque fois entendre sa voix, ou au moins obtenir un signe rassurant. Mais la messagerie répondait inlassablement, renforçant cette impression que quelque chose n'allait pas. Lorsque le téléphone sonna enfin, ce ne fut pas un soulagement, mais le début d'un basculement brutal. Le nom de Janet apparut, et avec lui une forme de gravité immédiate. Dès les premiers mots, il devint évident que la situation dépassait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Claire avait été blessée par balle, et son état nécessitait une intervention d'urgence. La nouvelle frappa sans préparation, laissant Kira figée, incapable de réagir immédiatement. Florent comprit en un instant, en observant simplement son expression, que quelque chose de grave venait de se produire. Le choc fut d'autant plus violent qu'il ne laissait aucune place au doute. À l'hôpital, la réalité se révélait encore plus dure. Claire était déjà intubée, son corps maintenu artificiellement en vie tandis que les médecins tentaient de contenir les conséquences de la blessure. L'hémorragie avait été sévère, et malgré les efforts pour la stabiliser, son état continuait de se dégrader. L'apparition d'une infection compliquait encore davantage la situation, rendant chaque instant plus incertain que le précédent. Le pronostic vital était engagé, et cette simple réalité suffisait à transformer l'atmosphère des lieux.
Dans les couloirs, l'inquiétude devenait palpable, se diffusant silencieusement parmi ceux qui comprenaient ce que cela signifiait réellement. Il ne s'agissait plus seulement de soigner, mais de lutter contre une issue qui pouvait survenir à tout moment. David, confronté à cette réalité, ne parvenait plus à contenir son émotion. La vision de Claire dans cet état brisait toute tentative de retenue, laissant apparaître une détresse profonde, presque irrépressible. Il y avait dans ses larmes une forme d'impuissance totale, celle de quelqu'un qui réalise qu'il ne peut rien faire pour changer le cours des choses. Alain, de son côté, tentait de maintenir une certaine distance, une apparence de contrôle qui lui permettait de continuer à agir. Pourtant, la gravité de la situation le touchait lui aussi, de manière plus silencieuse mais tout aussi intense. Il prit la décision de prévenir Elisabeth, conscient que ce type d'événement ne pouvait rester circonscrit à un cercle restreint. Dans un autre registre, l'enquête commençait déjà à se structurer autour des premiers éléments recueillis. Baker examinait l'arme retrouvée, cherchant à comprendre son origine et les implications de son utilisation. Le caractère inhabituel de cet objet ne pouvait être ignoré, et soulevait immédiatement des questions quant aux moyens mis en œuvre pour organiser cette évasion. L'idée qu'une détenue ait pu se procurer une arme imprimée en 3D impliquait nécessairement une aide extérieure, une complicité qui dépassait le cadre habituel de ce type d'affaires. Cette hypothèse s'imposait progressivement, ouvrant la voie à une enquête qui ne se limiterait pas à la simple fuite d'Alice Lombard. Les barrages routiers furent rapidement mis en place, dans l'espoir de contenir la fuite avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Chaque sortie de la ville était surveillée, chaque véhicule susceptible d'être contrôlé. Pourtant, malgré ces mesures, une incertitude persistait quant à l'efficacité de ces dispositifs face à une organisation qui semblait déjà bien préparée. Dans cette mécanique qui se mettait en place, chaque élément prenait une importance nouvelle, chaque détail pouvait devenir déterminant. Et tandis que les autorités tentaient de reprendre le contrôle de la situation, une autre dimension, plus intime et plus dangereuse encore, commençait lentement à émerger. Chez elle, Eve venait d'apprendre la nouvelle. L'annonce de la fusillade, puis celle concernant Claire, provoqua chez elle une réaction immédiate, presque incontrôlable. Son corps se tendit, sa respiration devint irrégulière, comme si une angoisse profonde venait de remonter à la surface sans qu'elle puisse la contenir. Il ne s'agissait pas seulement d'inquiétude, mais d'un trouble plus complexe, plus difficile à nommer. À mesure que les informations s'assemblaient dans son esprit, une vérité commençait à se dessiner, encore floue mais déjà oppressante. Elle percevait confusément le lien entre les événements, sans encore accepter pleinement ce qu'il impliquait. Une part d'elle résistait, refusant d'aller au bout de cette logique qui l'amènerait à reconnaître sa propre responsabilité. Mais malgré cette résistance, quelque chose avait changé. Car au fond d'elle, Eve savait déjà que ce qui venait de se produire n'était pas un simple enchaînement de circonstances. Et tandis que Claire luttait pour survivre, cette prise de conscience silencieuse annonçait une autre explosion, plus intime, plus dévastatrice encore. Celle qui allait bientôt éclater entre Eve et Manu. Dans le prolongement immédiat du drame qui venait de se jouer devant la prison, l'enquête s'organisait avec une rigueur presque froide, comme si la nécessité de comprendre et de maîtriser la situation imposait une distance émotionnelle à tous ceux qui y participaient. Au commissariat, l'atmosphère était lourde, tendue, traversée par une urgence silencieuse où chaque geste, chaque analyse, prenait une importance particulière. L'arme retrouvée occupait désormais le centre de toutes les attentions. Placée sous scellé, examinée avec minutie, elle représentait bien plus qu'un simple objet abandonné sur une scène de crime. Sa conception même en faisait une anomalie. Une arme imprimée en 3D ne relevait pas d'un usage ordinaire, et encore moins dans le cadre d'une évasion. Elle impliquait une préparation méthodique, des connaissances techniques spécifiques, et surtout l'intervention d'une personne capable de concevoir et de fournir un tel dispositif. Pour Baker, cette évidence s'imposait progressivement avec une clarté dérangeante. Il ne s'agissait plus de savoir si Alice Lombard avait bénéficié d'une aide extérieure, mais de comprendre qui, précisément, avait orchestré cette assistance. L'évasion ne pouvait plus être considérée comme un acte isolé. Elle devenait le résultat d'une organisation plus large, dont les ramifications restaient encore invisibles. Autour de lui, les équipes poursuivaient leurs investigations, exploitant chaque élément disponible, tentant de reconstruire les étapes qui avaient conduit à cette fuite. Les barrages routiers avaient été mis en place dans l'urgence, créant un maillage serré autour de la ville, mais une inquiétude persistait quant à leur efficacité. Une opération préparée avec autant de précision pouvait difficilement être stoppée par des mesures improvisées, et chacun en avait conscience, sans nécessairement l'exprimer.
C'est dans ce contexte que l'intervention d'Alex auprès de Manu prit une dimension particulière. Lorsqu'il lui présenta l'arme, ce geste ne relevait pas seulement d'un échange d'informations entre collègues, mais d'un moment charnière où une intuition allait se transformer en certitude. Le regard de Manu, en se posant sur l'objet, changea imperceptiblement, comme si quelque chose venait de s'aligner dans son esprit. Il ne s'agissait pas d'une simple reconnaissance visuelle, mais d'un processus plus profond, presque instinctif. Une image, enfouie jusque-là dans sa mémoire, refaisait surface avec une netteté troublante. Le box dev, les éléments qu'il y avait aperçus, sans en comprendre la nature sur le moment, prenaient désormais un sens nouveau. Ce qui lui avait semblé étrange devenait soudain cohérent, et cette cohérence elle-même était dérangeante. Peu à peu, les fragments dispersés de ses souvenirs s'assemblaient, construisant une hypothèse qu'il aurait préféré ne jamais envisager. La connexion entre Ève et l'arme ne relevait plus du hasard. Elle devenait une possibilité tangible, presque inévitable, qui s'imposait à lui avec une force qu'il ne pouvait plus ignorer. Face à cette prise de conscience, Manu resta silencieux, mais son immobilité trahissait un bouleversement intérieur profond. Il ne s'agissait pas seulement d'un policier confronté à une piste inattendue, mais d'un homme dont les certitudes personnelles étaient en train de vaciller. La pensée même qu'Ève puisse être impliquée dans une affaire aussi grave entrait en collision directe avec tout ce qu'il croyait savoir d'elle. Pendant ce temps, à l'hôpital, la situation de Claire continuait d'évoluer dans une incertitude constante, chaque instant semblant suspendu entre deux issues possibles. Les machines rythmaient l'espace de leurs signaux réguliers, créant une atmosphère où la vie semblait dépendre d'un équilibre précaire. Le corps de Claire, affaibli par la perte de sang et l'infection, luttait pour se maintenir, mais rien ne permettait d'affirmer qu'il y parviendrait. L'arrivée de Florent et Kira dans ce contexte transforma leur inquiétude en une réalité tangible. Ce qu'ils avaient imaginé jusque-là devenait visible, concret, presque insoutenable. Voir Claire ainsi, immobile, reliée à des machines, bouleversait profondément leur perception de la situation. L'angoisse prenait une forme plus aiguë, plus difficile à contenir. Kira, en particulier, éprouvait une difficulté croissante à maîtriser ses émotions. La peur de perdre Claire, qui représentait pour elle un repère essentiel, se manifestait de manière presque instinctive, comme une réaction primaire face à une menace incompréhensible. Son regard trahissait une détresse sincère, une incapacité à accepter pleinement ce qui se déroulait sous ses yeux. Florent, quant à lui, adoptait une posture plus contenue, mais cette retenue ne faisait que masquer une tension intérieure intense. Il observait, cherchait à comprendre, tentait de se raccrocher à une logique qui lui permettrait de garder le contrôle. Pourtant, au fond de lui, il savait que certaines situations échappaient à toute rationalité, et que la gravité de l'état de Claire dépassait tout ce qu'il pouvait anticiper. Non loin d'eux, David continuait de faire face à cette réalité avec une douleur qui ne diminuait pas. Chaque minute qui passait sans amélioration visible renforçait son sentiment d'impuissance. Il ne s'agissait plus d'une inquiétude passagère, mais d'une souffrance profonde, alimentée par la possibilité concrète de perdre quelqu'un qui comptait énormément pour lui. Les médecins, pour leur part, poursuivaient leur travail avec une concentration absolue, ajustant chaque paramètre, surveillant chaque évolution. L'infection compliquait considérablement la situation, transformant ce qui aurait déjà été critique en une lutte encore plus incertaine. Dans ce type de contexte, la moindre variation pouvait avoir des conséquences majeures, et chacun en était pleinement conscient. Parallèlement, chez Ève, la tension atteignait un autre niveau, plus intime, plus difficile à contenir. L'annonce de l'état critique de Claire avait provoqué un choc immédiat, mais ce choc laissait désormais place à une forme d'effondrement progressif. Son corps réagissait de manière incontrôlable, sa respiration devenait irrégulière, comme si elle tentait de lutter contre une angoisse qui la dépassait. Ce qu'elle ressentait ne pouvait plus être réduit à une simple inquiétude. Une autre dimension s'imposait, plus profonde, plus dérangeante. Les événements récents, les décisions qu'elle avait prises, les actions qu'elle avait menées, tout revenait à la surface, créant un lien qu'elle ne pouvait plus ignorer. Reconnaître pleinement ce lien signifiait cependant accepter une vérité insoutenable, et une partie d'elle résistait encore à cette évidence. Elle tentait de maintenir une distance, de se convaincre que tout cela n'était qu'une coïncidence, un enchaînement malheureux d'événements indépendants. Mais cette illusion devenait de plus en plus fragile. Pendant ce temps, au commissariat, la réflexion de Manu se poursuivait, s'approfondissait, gagnait en précision. Ce qui n'était encore qu'une intuition se transformait peu à peu en conviction. Chaque détail observé, chaque souvenir réactivé, renforçait cette impression qu'il se rapprochait d'une vérité qu'il aurait préféré ne jamais découvrir. Il repensait à Ève, à leur relation, à la confiance qui les unissait.
Cette confiance, qui avait constitué jusqu'ici un socle solide, se fissurait désormais sous le poids des éléments accumulés. Imaginer qu'elle puisse être impliquée dans une affaire aussi grave ne relevait plus de l'impossible, mais d'une hypothèse qu'il devait envisager sérieusement. Cette prise de conscience provoquait en lui une tension croissante, un conflit intérieur difficile à résoudre. D'un côté, son rôle de policier lui imposait de suivre les faits, de ne pas ignorer les indices, de chercher la vérité, quelle qu'elle soit. De l'autre, son attachement à Ève rendait cette démarche presque insupportable. Pourtant, il ne pouvait plus reculer. La décision de la confronter s'imposait désormais comme une nécessité, non seulement professionnelle, mais aussi personnelle. Il ne s'agissait plus simplement de vérifier une piste, mais de comprendre ce qui s'était réellement passé, d'obtenir des réponses claires, même si celles-ci devaient bouleverser tout ce qu'il connaissait. À cet instant, Manu se trouvait à la frontière entre deux réalités. Celle où Ève était encore la femme qu'il aimait. Et celle où elle devenait quelqu'un d'autre. Et tandis que Claire continuait de lutter entre la vie et la mort, cette confrontation imminente prenait la forme d'un point de rupture inévitable, annonçant une explosion émotionnelle dont les conséquences allaient dépasser largement le cadre de l'enquête. À cet instant précis, alors que l'état de Claire demeurait suspendu à une frontière fragile entre la vie et la mort, une autre tension atteignait son point de rupture, mais cette fois dans un espace plus intime, plus silencieux et pourtant infiniment plus destructeur. Ce qui, jusqu'alors, s'était construit dans l'esprit de Manu sous forme d'intuition diffuse et de doutes fragmentés prenait désormais une cohérence troublante, comme si tous les éléments qu'il avait refusé d'assembler jusque-là s'imposaient soudain à lui avec une évidence implacable. Il ne s'agissait plus d'une hypothèse à vérifier ni d'une piste parmi d'autres, mais d'un enchaînement logique dont chaque détail renforçait la crédibilité. Le souvenir du box d'Ève, ces pièces qu'il avait observées sans réellement les comprendre, revenaient avec une netteté nouvelle, éclairée par la découverte de l'arme imprimée en 3D et par la violence de ce qui venait de se produire devant la prison. Tout s'imbriquait désormais avec une précision presque insoutenable, dessinant une réalité que Manu ne pouvait plus contourner. Lorsqu'il quitta le commissariat, ce n'était plus dans la posture d'un policier poursuivant une enquête, mais dans celle d'un homme confronté à une nécessité intérieure, une urgence personnelle qui dépassait le cadre professionnel. Chaque pas le rapprochait d'une confrontation qu'il redoutait profondément, non pas parce qu'il ignorait ce qu'il allait découvrir, mais précisément parce qu'il commençait à le comprendre. Pendant ce temps, chez Ève, l'effondrement intérieur se poursuivait, prenant une forme de plus en plus difficile à contenir. Depuis l'annonce de l'état critique de Claire, quelque chose s'était fissuré en elle, une barrière qu'elle avait longtemps maintenue entre ses actes et leurs conséquences. Cette séparation, qui lui avait permis d'agir sans être immédiatement confrontée à la portée réelle de ses décisions, ne tenait plus face à la réalité. L'image de Claire, allongée dans un lit d'hôpital, intubée, luttant pour survivre, revenait sans cesse s'imposer à elle, non plus comme une abstraction, mais comme une conséquence directe, concrète, de ce qu'elle avait contribué à mettre en place. Ce n'était plus possible de considérer les événements comme indépendants. Une continuité apparaissait, une logique implacable qui reliait chaque choix, chaque action, à la situation actuelle. Ève tentait encore de résister à cette évidence, cherchant dans son esprit des justifications, des nuances, des échappatoires qui pourraient atténuer sa responsabilité. Mais ces tentatives devenaient de plus en plus fragiles, presque dérisoires face à la clarté de ce qui se dessinait. Elle avait franchi des limites successives, chaque fois avec l'impression de garder le contrôle, chaque fois en repoussant un peu plus loin la frontière entre ce qui était acceptable et ce qui ne l'était plus. Le meurtre de Nathalie Jiménez n'était plus un acte isolé dans sa mémoire, mais le point de départ d'une trajectoire. Le poison fourni à Alice, l'aide apportée à son évasion, la participation à la fabrication de l'arme, tout cela formait désormais un ensemble cohérent, impossible à dissocier. Ce qui, auparavant, pouvait être compartimenté, apparaissait désormais comme un enchaînement ininterrompu. Lorsque Manu entra, la tension changea immédiatement de nature, devenant plus dense, plus palpable, comme si l'air lui-même s'était chargé d'une gravité nouvelle. Il n'y eut ni surprise ni véritable tentative de dissimulation dans le regard d'Ève, mais plutôt une forme d'acceptation silencieuse, comme si elle avait toujours su que ce moment finirait par arriver. De son côté, Manu ne cherchait plus à maintenir une distance émotionnelle. Ce qu'il portait en lui dépassait largement le cadre de son rôle de policier. Il y avait dans son regard une dureté nouvelle, une tension contenue qui traduisait autant la colère que la douleur. Le silence qui s'installa entre eux ne relevait pas d'un vide, mais d'une accumulation de sens, d'un espace saturé de tout ce qui n'avait pas encore été exprimé. Lorsqu'il prit la parole, ce ne fut pas dans une explosion immédiate, mais dans une maîtrise apparente qui rendait la situation encore plus lourde.
Il ne posait pas des questions au sens strict, car au fond, il n'attendait pas des explications, mais une confirmation. Ce qu'il cherchait n'était plus une vérité à découvrir, mais une vérité à entendre, à rendre irréfutable. Ève comprit instantanément que toute tentative d'évitement serait inutile. Le regard de Manu ne laissait aucune place au doute, aucune possibilité de détourner la conversation ou de retarder l'inévitable. Ce moment ne pouvait pas être repoussé, et elle ne pouvait plus s'y soustraire. Ce qui céda en elle ne fut pas une décision consciente, mais plutôt un abandon progressif, une forme de relâchement après une tension trop longtemps maintenue. La vérité ne sortit pas de manière fragmentée ou hésitante, mais dans une continuité qui traduisait à la fois un besoin de libération et un effondrement intérieur. Elle reconnut d'abord le meurtre de Nathalie Jiménez, non plus comme un acte distant, mais comme une réalité qu'elle devait enfin nommer. Ce simple aveu suffisait déjà à faire basculer la situation, mais il ne constituait qu'une partie de l'ensemble. Elle poursuivit en reconnaissant avoir fourni le poison à Alice, franchissant ainsi une nouvelle étape dans la gravité de ses actions. Enfin, elle admit avoir participé à la fabrication de l'arme, avoir fourni les éléments nécessaires à son assemblage, rendant possible l'évasion qui avait conduit à la fusillade. À mesure que les mots prenaient forme, leur poids devenait de plus en plus tangible, transformant l'espace entre eux en un lieu chargé d'une vérité impossible à ignorer. Face à ces aveux, Manu resta d'abord immobile, comme suspendu dans un moment où le temps semblait s'arrêter. Il ne réagissait pas immédiatement, non pas par absence d'émotion, mais parce que ce qu'il venait d'entendre dépassait toute capacité de réaction instantanée. Il fallait du temps pour intégrer, pour accepter, pour comprendre que cette réalité était désormais irréversible. Mais cette suspension ne pouvait durer. Lorsque la réaction surgit, elle prit la forme d'une colère brutale, non pas comme une perte de contrôle pur, mais comme l'expression d'un choc trop intense pour être contenu plus longtemps. Les gestes devinrent plus brusques, plus désordonnés, comme si le corps cherchait à évacuer une tension devenue insupportable. Cette colère n'était cependant pas uniforme. Elle portait en elle une dimension plus profonde, plus douloureuse, liée à la trahison et à la perte. Ce qui s'effondrait en cet instant n'était pas seulement une relation, mais tout un ensemble de repères, de certitudes, de croyances qui avaient structuré son rapport à Ève. Chaque aveu résonnait encore en lui, amplifiant ce sentiment d'irréalité, cette impression que la personne qu'il connaissait n'était plus celle qui se tenait devant lui. L'écart entre l'image qu'il avait construite et la réalité qui se révélait devenait impossible à combler. Dans ce tumulte émotionnel, une pensée s'imposa progressivement avec une clarté implacable, claire. Son état critique, la possibilité qu'elle ne survive pas, la violence de ce qu'elle avait subi, tout revenait au centre de la situation. Ce n'était plus une donnée extérieure, mais un point de convergence qui donnait un sens nouveau à tout ce qui venait d'être révélé. Dans cette logique, la responsabilité d'Ève ne pouvait plus être contournée ni atténuée. Elle devenait centrale, incontournable, et cette évidence transformait la colère en une accusation plus profonde, plus lourde de conséquences. Il ne s'agissait plus seulement de juger des actes passés, mais d'assumer ce qu'ils avaient provoqué. Et dans cet instant suspendu, où la vie de Claire restait incertaine, cette vérité venait de créer entre eux une fracture irréversible, une rupture dont les conséquences allaient continuer à se déployer bien au-delà de cette confrontation, marquant un point de non-retour dont aucun des deux ne pourrait sortir indemne. À cet instant charnière, après l'explosion émotionnelle provoquée par les aveux d'Ève, le silence qui s'installa entre elle et Manu ne fut pas un apaisement, mais au contraire une tension plus dense encore, comme si les mots prononcés continuaient de résonner dans l'espace sans jamais réellement s'éteindre. Ce qui venait d'être révélé ne pouvait pas être effacé, ni même atténué, et chacun des deux en avait conscience, même sans avoir besoin de le formuler. Manu restait debout, immobile en apparence, mais intérieurement traversé par un tumulte impossible à contenir. Les aveux d'Ève avaient fissuré quelque chose de fondamental en lui, une confiance qui ne reposait pas seulement sur leur relation, mais sur une vision du monde qu'il croyait stable. Désormais, cette stabilité n'existait plus, remplacée par une incertitude douloureuse où tout semblait devoir être reconsidéré. Face à lui, Ève ne tentait plus de se défendre. Elle ne cherchait ni à minimiser ni à justifier ce qu'elle avait fait. Cette absence de résistance n'était pas un signe de sérénité, mais plutôt celui d'un épuisement profond, comme si toute l'énergie qu'elle avait consacrée à maintenir une façade venait de disparaître d'un seul coup. Elle restait là, confrontée à la réalité brute de ses actes, incapable désormais de s'en dissocier. Dans cet espace tendu, le poids de Claire s'imposait à nouveau, non pas comme une simple conséquence parmi d'autres, mais comme le point central autour duquel tout gravitait désormais. Son état, son combat silencieux à l'hôpital,
donnait à chaque mot, à chaque aveu, une gravité supplémentaire. Rien de ce qui venait d'être dit ne pouvait être considéré indépendamment de cette réalité. Manu, progressivement, laissa cette idée prendre toute sa place. Ce n'était plus seulement une question de trahison personnelle ou de faute morale. Il y avait une victime, concrète, fragile, dont la vie était en danger. Et cette évidence modifiait profondément la nature de sa réaction. La colère, déjà présente, se transformait en quelque chose de plus structuré, de plus ancré dans une logique qu'il ne pouvait ignorer. Dans cette logique, la responsabilité d'Ève devenait indissociable de l'état de Claire. Cette pensée s'imposait avec une clarté presque violente, et elle rendait toute tentative de nuance impossible. Ce qui avait pu être perçu comme une succession d'actes isolés apparaissait désormais comme une chaîne causale, directe, implacable. Manu reprit finalement la parole, mais cette fois, sa voix ne portait plus seulement la colère. Elle traduisait une forme de certitude, presque froide, comme si une décision intérieure venait d'être prise. Il ne s'agissait plus de comprendre ni même de juger, mais de poser les conséquences de ce qui venait d'être révélé. Dans ce moment, il ne voyait plus Ève comme une compagne, mais comme une personne dont les actes avaient produit des effets irréversibles. Cette transformation du regard était sans doute ce qu'il y avait de plus douloureux, car elle marquait une rupture profonde, difficilement réparable. Ève, de son côté, percevait ce changement sans qu'il soit nécessaire de le nommer. Elle comprenait que quelque chose venait de se briser définitivement, et que ce qui restait ne pourrait jamais retrouver la forme qu'il avait auparavant. Cette prise de conscience ne provoquait pas une réaction immédiate, mais s'installait lentement, comme une évidence qui s'impose sans possibilité de retour en arrière. Dans le même temps, à l'hôpital, la situation de Claire continuait d'évoluer dans une incertitude totale, renforçant encore la tension qui pesait sur tous ceux qui lui étaient liés. Les médecins poursuivaient leurs efforts, ajustant les traitements, surveillant les moindres signes d'évolution, mais sans pouvoir offrir de garantie. L'infection persistait, compliquant un état déjà critique, et rendant chaque amélioration potentielle fragile, presque précaire. Dans ce type de situation, l'espoir existait, mais il restait toujours suspendu à des paramètres instables, susceptibles de basculer à tout moment. Florent et Kira, présents dans les couloirs, vivaient cette attente comme une épreuve interminable. Le temps semblait s'étirer, chaque minute prenant une dimension particulière, comme si elle pouvait contenir à elle seule une décision définitive. Leur inquiétude ne diminuait pas, elle se transformait, devenant plus profonde, plus silencieuse, mais tout aussi intense. David, toujours proche, continuait de lutter avec ses émotions, oscillant entre espoir et désespoir, incapable de trouver un point d'équilibre. La situation ne lui laissait aucun répit, aucune possibilité de se détacher, même brièvement, de ce qui se jouait. Dans cet environnement chargé, l'absence de Manu commençait à se faire sentir, même si personne ne connaissait encore la confrontation qui venait d'avoir lieu. Il était ailleurs, plongé dans une réalité parallèle, où les enjeux, bien que différents, n'en étaient pas moins déterminants. De retour chez lui, la tension ne diminuait pas. Elle changeait simplement de forme, devenant plus lourde, plus difficile à supporter. Les mots avaient été dits, les vérités révélées, mais leurs conséquences continuaient de se déployer, lentement, inexorablement. Manu, en reprenant une forme de contrôle apparent, se retrouvait face à une décision qu'il ne pouvait plus éviter. Ce qu'il savait désormais ne pouvait pas être ignoré, ni mis de côté. Son rôle, sa responsabilité, tout ce qui définissait son identité professionnelle, entrait en conflit direct avec ce qu'il ressentait encore, malgré tout, pour Ève. Ce conflit intérieur ne pouvait pas être résolu immédiatement, mais il ne pouvait pas non plus être différé indéfiniment. Il allait devoir agir, prendre position, assumer les conséquences de ce qu'il venait de découvrir. Ève, quant à elle, restait enfermée dans une forme de sidération, comme si le temps s'était arrêté autour d'elle. Les aveux qu'elle avait faits ne pouvaient plus être retirés, et elle savait que ce moment marquait un tournant définitif. Elle ne cherchait plus à se protéger, mais à comprendre, peut-être, comment elle en était arrivée là. Dans ce face-à-face silencieux, aucun des deux ne trouvait de solution immédiate. Ce qui se jouait dépassait les mots, dépassait même la confrontation elle-même. Il s'agissait d'un effondrement plus large, d'une rupture qui allait continuer à produire ses effets bien au-delà de cet instant. Et tandis que Claire continuait de lutter pour sa vie, cette fracture, désormais ouverte, annonçait des conséquences qui ne pourraient plus être contenues, ni sur le plan personnel, ni sur le plan judiciaire. Car ce qui venait d'être révélé ne concernait plus seulement leur relation, mais un crime. Et ses conséquences. Dans le prolongement immédiat de la confrontation, alors que les paroles échangées continuaient de résonner comme un écho impossible à contenir,
la situation prenait progressivement une dimension plus structurée, plus froide, presque inévitable dans son déroulement. Ce qui relevait encore, quelques instants auparavant, d'un affrontement intime entre deux êtres liés par une histoire commune se transformait désormais en une réalité bien plus vaste, où les implications dépassaient largement le cadre personnel. Manu, en s'éloignant peu à peu de la réaction émotionnelle immédiate, se retrouvait confronté à une nécessité intérieure qui ne lui laissait plus de véritable alternative. Ce basculement ne se faisait pas sans résistance, car il impliquait de rompre avec une part essentielle de lui-même, celle qui restait attachée à Ève malgré tout ce qui venait d'être révélé. Pourtant, cette résistance s'effaçait progressivement face à une évidence plus forte encore, celle qui imposait de considérer les faits dans toute leur gravité. Il ne pouvait plus se contenter d'être un homme blessé par la trahison. Il devait redevenir celui qu'il avait toujours été dans son engagement le plus profond, un policier capable d'aller au bout de la vérité, même lorsque celle-ci détruisait tout sur son passage. Cette transition intérieure s'accompagnait d'une pensée constante, presque obsédante, qui revenait sans cesse au centre de sa réflexion, Claire. Son état critique, la fragilité de sa survie, l'incertitude permanente qui entourait chaque instant passé à l'hôpital donnait à la situation une intensité supplémentaire. Tout, désormais, semblait se structurer autour de cette réalité, comme si elle constituait le point de convergence de toutes les décisions, de toutes les responsabilités. Dans cette perspective, les actes d'Ève ne pouvaient plus être envisagés de manière isolée ou atténuée. Ils formaient un enchaînement cohérent, une succession de choix qui avaient conduit, directement ou indirectement, à la situation actuelle. Cette continuité rendait toute tentative de justification inopérante, car elle révélait une logique interne que rien ne pouvait plus masquer. Pendant ce temps, à l'hôpital, l'attente continuait de s'étirer dans une temporalité presque irréelle, où chaque minute semblait à la fois interminable et chargée d'une possible bascule. L'absence d'évolution nette dans l'état de Claire ne constituait pas un apaisement, mais au contraire une source d'angoisse supplémentaire, car elle maintenait tous ceux qui l'entouraient dans une incertitude constante. Les équipes médicales poursuivaient leur travail avec une précision rigoureuse, ajustant les traitements, surveillant les réactions du corps, tentant de maintenir cet équilibre fragile qui conditionnait la survie. L'infection, persistante, compliquait chaque tentative de stabilisation, transformant ce qui aurait déjà été une situation critique en un combat encore plus incertain. Dans ce contexte, l'espoir existait toujours, mais il ne reposait sur aucune certitude solide, seulement sur une succession de paramètres instables. Florent, confronté à cette réalité, ressentait de manière aiguë l'impuissance qui s'imposait à lui. Habitué à agir, à défendre, à intervenir dans les moments décisifs, il se retrouvait contraint à une attente passive qui lui était étrangère. Cette impossibilité d'agir renforçait son malaise, donnant à chaque instant une densité particulière, comme si le temps lui-même devenait un adversaire qu'il ne pouvait combattre. Kira, de son côté, vivait cette attente avec une intensité émotionnelle qui ne diminuait pas, mais se transformait progressivement en une présence constante, silencieuse, presque vigilante. Elle restait proche, attentive aux moindres signes, comme si sa seule présence pouvait encore avoir une influence, aussi infime soit-elle, sur le combat que menait Claire. Pourtant, cette posture ne suffisait pas à apaiser son angoisse, car elle percevait elle aussi les limites de ce qu'elle pouvait espérer. David continuait quant à lui de naviguer dans une instabilité émotionnelle profonde, oscillant sans cesse entre des élans d'espoir et des retours brutaux à une réalité plus sombre. Chaque information, chaque variation, même minime, prenait pour lui une importance démesurée, comme si elle pouvait annoncer à elle seule un dénouement imminent. Dans cet environnement chargé, la tension ne disparaissait pas. Elle se transformait en quelque chose de plus profond, de plus durable, presque enraciné dans chaque regard, dans chaque silence. Pendant ce temps, chez Ève, le silence qui avait suivi les aveux prenait une dimension particulière, loin de toute idée de répit. Ce silence n'était pas une pause, mais plutôt une forme de suspension, comme si tout ce qui avait été dit continuait de produire ses effets, lentement, inexorablement. Privée de toute possibilité de fuite, elle se retrouvait confrontée à une réalité qu'elle ne pouvait plus fragmenter ni détourner. Les aveux qu'elle avait formulés ne pouvaient plus être retirés, et leur existence même transformait radicalement sa situation. Ce qui avait été dissimulé, justifié, rationalisé pendant un temps apparaissait désormais dans toute sa brutalité, dépouillé de toute protection. Cette transition de l'ombre vers la lumière constituait un basculement profond, difficile à intégrer, mais impossible à éviter. Elle ne pouvait plus se raconter une autre version des faits. Elle ne pouvait plus s'abriter derrière des raisonnements qui avaient jusqu'ici maintenu une forme d'équilibre. Tout ce qu'elle avait fait s'imposait désormais comme une totalité cohérente, dont elle ne pouvait plus se dissocier.
Face à cette évidence, une forme de lucidité douloureuse s'installait progressivement, remplaçant la tension par un sentiment plus vide, plus stable dans sa gravité. Ce n'était plus la panique qui dominait, mais une compréhension silencieuse de ce que la suite impliquait. Les conséquences judiciaires, les ruptures personnelles, l'effondrement de tout ce qu'elle avait construit apparaissaient non pas comme des possibilités, mais comme des certitudes en devenir. Dans le même temps, Manu se trouvait face à une décision qu'il ne pouvait plus repousser. Le conflit intérieur qui l'habitait restait présent, mais il ne pouvait plus suspendre son action indéfiniment. Ce qu'il savait désormais exigeait une réponse, une position claire, même si celle-ci impliquait de renoncer à une part essentielle de son passé. Il comprenait que ce qu'il allait faire aurait des conséquences irréversibles, non seulement pour Eve, mais aussi pour lui-même. Pourtant, cette dimension personnelle ne pouvait plus primer sur la réalité des faits, car ces faits avaient désormais des implications trop graves pour être ignorés. Ce processus de détachement, lent mais inévitable, accentuait le sentiment de perte, comme si chaque pas vers la décision finale éloignait définitivement toute possibilité de retour. Mais malgré cette douleur, Manu avançait, guidé par une nécessité qui dépassait ses propres émotions. Pendant ce temps, l'enquête poursuivait sa progression, structurée par les éléments désormais disponibles. L'arme, les circonstances de l'évasion, les connexions qui apparaissaient progressivement formaient un ensemble de plus en plus cohérent, où chaque pièce trouvait sa place dans une construction globale. Dans cette construction, la place d'Eve devenait centrale. Et cette centralité rendait toute tentative de recul impossible. Ainsi, tandis que Claire continuait de lutter pour sa vie dans un espace suspendu entre espoir et incertitude, une autre forme de vérité s'imposait progressivement, plus froide mais tout aussi déterminante. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre ce qui s'était passé, mais d'en assumer les conséquences, d'en reconnaître les responsabilités et de les inscrire dans une réalité qui ne pouvait plus être niée. Dans ce croisement entre urgence médicale et révélation judiciaire, tout convergeait vers un point où plus rien ne pouvait être différé. Et où chaque décision, désormais, porterait un poids définitif. Dans le prolongement direct de cette tension devenue presque insoutenable, tous les fils de l'histoire semblaient désormais converger vers un même point, comme si les événements ne pouvaient plus être ralentis ni détournés. Ce qui avait commencé comme une évasion spectaculaire, accompagnée d'une violence soudaine, se révélait peu à peu comme une chaîne d'actions dont chaque maillon portait une responsabilité précise, et dont les conséquences se déployaient désormais sans retenue. À l'hôpital, la situation de Claire restait au cœur de toutes les préoccupations, non seulement parce qu'elle représentait un enjeu vital, mais aussi parce qu'elle incarnait concrètement les conséquences de tout ce qui avait été mis en place. Son corps, affaibli par la blessure et par l'infection qui persistait, continuait de lutter dans un équilibre fragile, maintenu par les soins constants des équipes médicales. Chaque paramètre surveillé, chaque ajustement thérapeutique témoignait de cette lutte silencieuse, où rien n'était jamais acquis. Les médecins ne pouvaient offrir ni certitude ni garantie, seulement poursuivre leurs efforts dans l'espoir que le corps de Claire trouverait en lui les ressources nécessaires pour résister. Cette incertitude constante créait autour d'elle une atmosphère particulière, faite à la fois d'espoir ténu et d'angoisse profonde. Dans les couloirs, ceux qui attendaient continuaient de vivre ce temps suspendu comme une épreuve qui semblait ne jamais devoir se terminer. Florent, malgré sa volonté de rester maître de lui-même, ne pouvait échapper à la tension intérieure qui le traversait. Il observait, écoutait, tentait de comprendre, mais au fond, il savait que tout se jouait dans un espace qui lui échappait totalement. Kira, quant à elle, restait proche, presque immobile, comme si toute son énergie était concentrée dans cette attente. Elle ne cherchait plus à formuler ses peurs, mais celles-ci restaient présentes, diffuses, inscrites dans chacun de ses gestes, dans chacun de ses regards vers la chambre où Claire continuait de se battre. David, toujours marqué par la violence de la situation, poursuivait son combat intérieur, oscillant entre la volonté de croire à une issue favorable et la peur constante de voir tout basculer. Cette oscillation permanente constituait en elle-même une forme d'épuisement, une tension qui ne trouvait aucun apaisement. Dans cet environnement où tout semblait suspendu, l'absence de réponse définitive devenait presque plus difficile à supporter que la réalité elle-même. Pendant ce temps, ailleurs, la situation entre Manu et Eve atteignait une forme de conclusion, non pas dans le sens d'une résolution, mais dans celui d'une prise de position irréversible. Ce qui avait été révélé ne pouvait plus être ignoré, et la confrontation avait fait émerger une vérité qui ne pouvait plus être contenue dans un espace privé. Manu, en prenant du recul sur ce qui venait de se passer, comprenait que la situation avait désormais dépassé le cadre de leur relation. Ce qu'il avait appris relevait de faits graves, dont les implications allaient nécessairement s'inscrire dans une dimension judiciaire.
Cette prise de conscience ne supprimait pas la douleur, mais elle lui donnait une direction, une nécessité d'agir qui ne pouvait plus être différée. Le conflit intérieur qu'il ressentait ne disparaissait pas, mais il cessait d'être un obstacle à l'action. Il devenait au contraire une composante de cette action, une tension qu'il devait intégrer sans s'y soustraire. Ce qu'il ressentait pour Ève ne pouvait plus effacer ce qu'elle avait fait. Dans cette logique, la responsabilité prenait une place centrale. Et cette responsabilité devait être assumée. Ève, de son côté, semblait avoir atteint un point où toute tentative de résistance avait disparu. Ce qu'elle avait reconnu, ce qu'elle comprenait désormais des conséquences de ses actes, l'avait conduite à une forme de lucidité silencieuse. Il ne s'agissait plus pour elle de nier ou de fuir, mais d'accepter une réalité qui s'imposait avec une évidence brutale. Cette acceptation ne s'accompagnait pas de soulagement, mais d'un vide profond, comme si tout ce qui avait constitué sa stabilité venait de disparaître. Elle percevait désormais clairement ce que la suite impliquait, sans chercher à en atténuer la portée. Dans cet espace où tout avait été dit, il ne restait plus que les conséquences. Et ces conséquences dépassaient largement ce qui pouvait être réparé. Pendant ce temps, l'enquête poursuivait son chemin, désormais alimentée par des éléments précis, cohérents, qui permettaient de structurer une vérité de plus en plus claire. L'arme, l'évasion, les liens établis, tout contribuait à dessiner un ensemble dont la logique ne pouvait plus être contestée. Dans cette construction, le rôle d'Ève apparaissait avec une netteté croissante, renforçant l'idée que ce qui s'était produit ne relevait pas d'un simple enchaînement de circonstances, mais d'une série d'actions délibérées. Cette évolution donnait à l'affaire une dimension nouvelle, où la recherche de vérité ne pouvait plus être dissociée de la nécessité de rendre des comptes. Ainsi, tandis que Claire continuait de lutter dans un espace suspendu entre deux issues possibles, tous les autres protagonistes se trouvaient confrontés à une autre forme de réalité, plus structurée, plus définitive. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre, mais d'accepter, d'assumer, et de faire face à ce qui ne pouvait plus être évité. Dans ce croisement entre la fragilité de la vie et la rigueur de la justice, l'histoire atteignait un point où chaque élément trouvait sa place, où chaque action révélait sa conséquence. Et où plus rien, désormais, ne pouvait être dissimulé.